Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 131 et comme la semaine dernière, nous allons continuer de voir un petit peu tout ce qui était annoncé au niveau du CS, sauf que cette fois-ci ça va être un peu plus genre les trucs à côté de tout ce qui est un peu informatique PC, donc là on va plutôt voir TV et tout, et on va voir aussi les trucs les plus stupides qui ont été annoncés au CES, enfin certains trucs les plus stupides parce qu'il y en a beaucoup de trop pour les traiter en une seule vidéo, et puis quelques news aussi de la semaine parce qu'il y a d'autres news qui sont arrivées cette semaine-ci, donc comme ça, vous avez différents blocs. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez une table de matière dans la description, donc sautez vers le sujet qui vous intéresse le plus. À part si vous êtes sur TV et que c'est compliqué d'accéder à la description. Auquel cas, je devrais peut-être faire un truc qui affiche à l'écran vers quel temps il faut sauter. Peut-être dans le futur. J'ai la flemme. Commençons par les trucs stupides, justement, tant qu'on y est, hein, j'ai envie de dire. Le premier truc stupide, c'était une toilette connectée avec Google Assistant. Vous ne rêvez pas. Quelqu'un s'est dit, tiens, je vais faire une TV, enfin une TV, je vais faire une toilette que les gens peuvent être en mode, hey Google, je ne fais pas la phrase qui déclenche Google pour des raisons très claires. Hey Google, quel est mon calendrier d'aujourd'hui alors que tu es sur le pot de chiottes. Voilà. En réalité, c'est une toilette un peu plus intelligente et qui a entre autres, voilà, vous voyez ça, il fait Start Chill. Et du coup, ça change les lampes et tout ça. Et vous voyez, ça, c'était la toilette. C'était basiquement la toilette, comme vous pouvez voir. Euh, Toilette intelligente, pour ceux qui en ont besoin. Mais attendez, si votre toilette intelligente ne vous suffit pas, vous pouvez avoir votre pommeau de douche connecté Alexa. Oui. En gros, vous prenez votre douche, vous êtes Hey Alexa, mets ma playlist favorite. Et puis votre pommeau de douche vous met votre playlist favorite et c'est génial. Euh, Encore une fois, c'est stupide. Le plus stupide, je pense, là-dedans, c'est de mettre de l'électronique dans un truc. Bon, les gens vont dire ça, mais j'ai un PC watercoolé derrière. Ignorer mon PC watercoolé derrière. Mettre de l'électronique juste à côté de l'eau, c'est un peu stupide. Et le plus stupide, je pense, dans la toilette connectée, dans tout ça, c'est vous mettriez juste un speaker, un truc, un Google Home, enfin un Nest Mini maintenant. Vous mettriez juste un truc comme ça dans votre salle de bain. Voilà, ça suffirait. Il n'y a pas besoin de commencer à mettre une TV qui a besoin d'une prise électrique, quoi. C'est là, vous rajoutez des trucs qui peuvent arrêter de fonctionner. Ouais. Dans tous les cas, c'est bien d'avoir une maison intelligente, mais si c'est juste pour rajouter de l'électronique dans les choses, pour dire qu'on a rajouté de l'électronique, ça sert à rien. Là, on arrive plutôt sur la frontière du stupide, mais aussi du bien, je suppose. Samsung a montré une TV qui peut se mettre verticalement. Donc, en gros, elle est normalement horizontale, et puis vous appuyez sur un bouton et elle fait bzzzt, elle se met verticalement. Je- Personnellement, je suis en mode ok, ça peut avoir ses utilisations. La plus grosse utilisation qu'ils indiquent, c'est par exemple pour tout ce qui est contenu vertical. Donc, si vous regardez beaucoup des trucs sur Snapchat, Instagram, ben, vous pouvez le regarder sur votre TV en vertical. Donc, vous n'avez pas deux énormes barres noires de chaque côté. Ça peut, oui, le faire. Juste que le truc que je me dis, en fait, c'est le prix, à mon avis, du fait que cette TV soit motorisée. Le truc, c'est qu'elle doit coûter tellement cher, en fait, du fait qu'elle soit motorisée, que vous mettez juste cet argent dans une plus grosse TV qui, même si vous avez des barres noires sur les côtés, sera tellement plus grosse que ça vous donnera la même taille. Parce que là, c'est une TV 43 pouces. Donc, il suffirait d'avoir une télé 65 pouces, certainement. Et elle aurait la même hauteur pratiquement verticalement à peu près, enfin, peut-être pas exactement, mais elle serait pas loin quand même. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que moi je trouve ça un peu stupide, parce que le plus stupide à mon avis, ça va être le prix. C'est toujours ça en fait. Il y a des idées des fois qui sont cool, et puis vous regardez le prix, vous êtes en mode, ah, c'est stupide. Maintenant on continue avec les news CES, moins de trucs un peu stupides. On avait justement un petit peu tout ce qui était au niveau de TV, parce que le CES, c'est comme c'est le Consumer Electronic Show, hein, je vous rappelle, il y a beaucoup de TV. C'est contrairement, enfin, c'est la même chose que les autres années. Il y a beaucoup de TV Wika, mais contrairement aux autres années, c'est le vrai début du Wika. Pourquoi je suis content, moi d'ailleurs, pour l'arrivée des TV Wika? Je suis très honnête. C'est un peu comme quand les TV 3D sont arrivées. Comme elles arrivent et qu'elles deviennent le nouveau haut de gamme, les TV 4K traditionnelles, qui ne sont pas en 3D comme c'était
par le passé, ou dans ce cas-là, comme elles ne sont pas en 8K, que c'est juste, entre guillemets, des TV 4K, elles vont baisser de prix. Et du coup, vous qui êtes en mode, hey, je m'en fiche de cette TV à 3 000 €, ben, la TV qui était à 3 000 €, elle va peut-être passer à 1 500 €, et la TV qui était à 1 500 €, elle va passer à 500 €. Bon, peut-être pas aussi drastique, mais elle va baisser en prix, et vous êtes en mode, ah, j'ai une bonne TV 4K pour pas cher, parce qu'il y a des TV 8K maintenant qui sont à la mode. Donc je suis surtout content pour ça. Après, c'est sûr et certain, il y a une raison d'être pour des TV 8K, mais selon moi, c'est pour les grosses TV. Dès que vous dépassez, à mon avis, 55 pouces, même. Enfin, dès que vous êtes en dessous de 55 pouces, une TV 4K traditionnelle, si vous la regardez d'un minimum loin et que vous l'utilisez pas comme écran d'ordinateur, vous verrez pas trop les pixels. À part si vous avez une excellente vue et que vous commencez à vraiment regarder en détail, pas trop utile. Je pense que le plus important, c'est la qualité d'image même, genre le rendu des couleurs et tout ça. Et il y a des très bonnes TV 4K actuelles. Mais encore une fois, l'avantage, c'est que du coup, avec la mode de ces TV 8K, les TV 4K vont diminuer de prix et on pourra les acheter pour moins cher. Donc, c'est nickel. On avait par exemple aussi cette TV-là, si vous l'avez jamais vue, moi je l'avais montré dans un précédent Texama Show. C'est la TV qui rentre dans sa base, elle s'enroule. On avait pu voir pas mal en détail là-dessus. Il y a beaucoup d'écrans grande taille qui ont été montrés, pas mal de marques. Vous avez le truc motorisé de Samsung, encore une fois. Beaucoup de trucs aussi au niveau de LG notamment. Ça, c'est les BFGD. Ah, bah, c'est justement un de LG. LG notamment utilise, et c'est un des seuls constructeurs à mettre des ports HDMI 2.1 dans leur TV depuis même les anciens modèles ont déjà des ports HDMI 2.1. C'est-à-dire qu'ils sont compatibles techniquement 4K 120 fps, 120 Hz. C'est juste que il n'y a aucune carte graphique avec un port HDMI 2.1 pour le moment. Mais ils ont prévu le coup. Ils ont mis un port avant même que le standard soit totalement fixé en place, mais c'est pas hyper grave normalement. Et en gros, ils ont pu, via une mise à jour, et ça a été fait voilà quelques semaines, voilà, même un petit peu plus d'un mois, ils ont fait juste une mise à jour du firmware de la TV. Et puis d'un coup, la TV pouvait supporter G-Sync, par exemple. Donc, si vous avez toutes les LG C8, C9, elles supportent G-Sync maintenant. Et elle devrait pouvoir supporter G-Sync en 4K 120 Hz. Et ça, je suis en mode, c'est génial, franchement, c'est génial. Pourquoi? Parce que les BFGD, c'est les gros écrans gaming qu'avait montré Nvidia, ils coûtent genre 3 000 à 4 000 euros. Les TV, la plus petite chez LG, qui supporte le G-Sync et le 4K 120 fps, il me semble que vous pouvez des fois l'avoir en promotion à 1 500 euros. Ça reste beaucoup d'argent, on va être très honnête, mais c'est pas non plus hyper loin. Et quand vous dites, hey, c'est 1 500 euros maintenant, combien ce sera dans 2 ans? 800 euros? Ben, ça devient accessible en fait. Et c'est plutôt cool. Bon, par contre, il faudra une grosse carte graphique pour faire tourner correctement, mais c'est vraiment cool. Là, j'ai envie de dire que LG a pensé à un truc que très peu de gens ont pensé, je pense, dans le marché de la TV, c'est juste d'avoir des bonnes TV qui font des bonnes TV et qui sont aussi des bonnes TV pour le gaming, pour raccorder une console et tout ça. Les autres TV se débrouillent très bien pour ça, mais là, ils ont le support G-Sync et aussi le support d'ailleurs normalement du rafraîchissement variable qui est implémenté dans la Xbox. C'est techniquement FreeSync pour ceux qui se demandent. Donc la Xbox aussi normalement supporte depuis je ne sais combien de temps FreeSync et donc cette TV serait compatible avec. Et ça c'est cool en fait, c'est vraiment cool. Il y a aussi des trucs sur tout ce qui est un petit peu micro LED, ça c'est plutôt intéressant. Donc il y a différents types d'écrans, si vous ne savez pas, vous avez les dalles VA qui sont pas mal pour tout ce qui est un petit peu contraste, mais qui n'ont pas forcément le meilleur temps de réponse. Vous avez les IPS qui ont les meilleurs angles de vision, notamment de très bonnes couleurs, mais pas autant de contraste que le VA. Vous avez les écrans OLED, évidemment, que vous devez connaître. Ça, les écrans OLED, c'est carrément là, on n'a même plus vraiment de rétroéclairage. Chaque LED produit sa propre lumière. Et vous avez aussi le QLED, qui est pas de l'OLED, il faut pas se faire avoir. C'est techniquement de l'IPS amélioré largement. Et puis maintenant, vous avez le micro-LED. Et le micro-LED, le but du micro-LED, c'est justement d'être cette ancienne technologie de l'IPS que vous aviez dans l'IPS, les anciens écrans LCD,
mais comme un petit peu justement des écrans OLED. Ça veut dire que chaque pixel est une LED et du coup, il émet sa propre lumière. Le seul problème avec les écrans micro LED, c'est que littéralement, et je ne déconne même pas, ils doivent graver pour que les LED soient vraiment petites, pour avoir des LED tellement petites pour faire un écran, parce qu'il faut une densité de pixels très importante, hein. Je veux dire, même un écran 4K 65 pouces, vous rapprochez, vous le regardez, même si vous arrivez à voir les pixels parce que vous êtes juste à côté, il y a beaucoup de pixels sur même juste la surface de votre bout de doigt. Et donc, des LED traditionnels, vous pouvez pas. Genre, ce serait un calvaire pas possible à les mettre sur un morceau de PCB ou autre chose. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font comme les processeurs ou n'importe quoi, n'importe quel micropuce, c'est qu'ils le gravent. Littéralement, ils font des LED sur des morceaux de silicium. Et donc, ça coûte cher parce que, basiquement, ils fabriquent comme des processeurs des petits trucs de LED. Donc, ils en fabriquent des petits, puis ils les assemblent ensemble pour faire un plus gros panneau de LED. Et ça prend du temps, évidemment, parce qu'il y a des pertes et tout ça. Il faut en fabriquer pas mal pour faire un seul panneau. Mais le résultat, par contre, bah, c'est que vous avez littéralement, bon, peut-être pas tous les avantages d'un écran OLED, parce que l'écran OLED est quand même très rapide au niveau temps de réponse. Et je ne sais pas si les micro LED sont encore à ce niveau-là, mais ça va s'améliorer de toute manière. Mais par contre, vous avez les avantages de OLED qui est le fait de pouvoir éteindre les pixels. Donc, vous pouvez éteindre les pixels. Les niveaux de noir sont parfaits parce que c'est du vrai noir. C'est genre, il n'y a pas de lumière qui sort. Donc, c'est du vrai noir. Vous avez beaucoup de lumière qui peut sortir de ces écrans. Donc, si vous les mettez à plein régime, vu que le problème avec le backlight, donc le problème si vous mettez des LED derrière un écran pour l'éclairer, pour afficher justement ces couleurs comme un petit peu un écran IPS, le backlight doit traverser les pixels littéralement. Donc il faut plus de lumière et vous en perdez à traverser justement ces pixels. Là, par contre, la lumière sort directement de l'écran. Donc vous avez moins de pertes. Donc ça consomme moins pour le même niveau de luminosité. Et donc, ça vous donne ouais, des écrans très lumineux. Donc, parfait. Je pense c'est. Faut voir s'ils arrivent. En fait, le truc, c'est l'OLED, ils arrivent à le fabriquer pour pas cher, vraiment maintenant. Genre, vous avez des téléphones avec des écrans OLED qui coûtent 200 €. Donc, c'est pour dire. Donc, les écrans OLED, on arrive à les fabriquer pour pas cher. Le seul problème, c'est qu'ils ont toujours ce problème de burn-in, cette durée de vie qui est pas encore excellente. Qui peut être très bonne, hein, mais qui n'est pas aussi bonne que les autres écrans. Ça peut se marquer parce que si vous affichez toujours si vous regardez toujours le même poste de télévision, le logo de ce poste de télévision risque de se marquer à un endroit. Ils ont bien des technologies enfin des technologies ou plutôt des trucs au niveau logiciel pour faire varier l'image sur la TV juste de quelques pixels. Il a décalé un petit peu, vous le voyez même pas vous, surtout sur un écran 4K, mais ça permet de juste genre déplacer le logo pour pas qu'il se marque tout simplement. Il y a même des chaînes de TV qui commencent à faire attention à leur logo, littéralement. Ils mettent des logos peut-être moins colorés. Quand ils sont moins colorés, ils ont moins de chances de se marquer. Ou alors, ils les déplacent plus souvent. Peut-être juste le déplacer un petit peu en bas, le redéplacer un petit peu en haut, ça suffit pour éviter d'avoir du burn-in. Mais quand même, vous pouvez pas. Le problème, c'est que du coup, le OLED, c'est très peu utilisé dans les PC. Il y a quelques ordinateurs portables avec, mais le problème, c'est que vous avez une barre des tâches Windows qui est tout le temps là. Et ça se marquera forcément. Au bout d'un moment, en tout cas. Donc ouais, micro LED, ça c'est le truc selon moi qui était le plus intéressant du CS au niveau des TV. Euh, Encore très niche, très cher, très 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 cher. Mais s'ils arrivent à réduire les coûts justement, contrairement à l'OLED qui n'arrive pas à devenir selon moi suffisamment, n'arrive pas à régler ses problèmes de durée de vie. Si là ils arrivent juste à réduire les coûts, et je pense que c'est limite plus facile de réduire les coûts parce qu'il faut juste il faut juste trouver un moyen de fabrication qui réduit les coûts, mais les méthodes de fabrication s'améliorent en permanence, on grave de plus en plus petit. Ça veut dire que forcément, il y a un moment où ils arriveront à faire des TV micro LED pour pas trop cher. On devrait peut-être en voir arriver d'ailleurs sur les téléphones en premier, éventuellement, parce que du coup, on n'aurait plus les problèmes, encore une fois, de l'OLED. Après, sur téléphone, ça va, parce que votre téléphone, vous l'éteignez souvent, vous le rallumez, ça permet d'éviter ce genre de problème. Mais bon, dans tous les cas, oui, ça c'est tout pour les TV. Vous avez aussi Sony qui avait montré, pas la PlayStation 5, contrairement à ce que beaucoup de gens auraient espéré, mais une voiture
Donc, si vous l'avez pas vu, ouais, la voiture Sony, c'est une voiture électrique qui est vraiment sympathique à regarder, honnêtement. Euh, Elle a de bonnes specs pour une voiture électrique et tout, mais c'est juste c'est juste un showpiece. C'est pas une vraie voiture qui va sortir et qu'ils vont vendre. Au grand désarroi de beaucoup de personnes au final, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en mode j'aurais bien voulu l'acheter en fait. Bon, personnellement, moi, voilà. C'est un peu une voiture dans le même genre. Je sais pas si. Bon, c'est un peu mi-chemin entre une Model 3 et une Model S, donc elle aurait certainement coûté quand même très cher si elle devait sortir. Mais ouais, ils ont montré une voiture électrique et en fait le but de cette voiture c'est de montrer toute leur technologie. Donc ben, Sony fabrique des écrans, donc il y a des écrans dans cette voiture. Sony fait tout ce qui est au niveau sonore, donc ils mettent tout ce qui est au niveau sonore. Ils font des trucs connectés, donc ils mettent tout ce qui est connecté. Sony fait énormément de trucs et du coup ils voulaient faire une voiture qui fait ça. Maintenant la question que je me pose au final c'est quand est-ce que Samsung fait une... Samsung a déjà fait des voitures si je ne m'abuse. C'est juste que ça s'appelle pas Samsung. Vous n'achetez pas la Samsung modèle Galaxy ou je ne sais quoi. Mais ils ont déjà fait des tanks, ça c'est sûr. Parce que Samsung est un groupe d'entreprises. Enfin, il y a ben, le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, l'énorme gratte-ciel de 800 mètres, fabriqué par Samsung techniquement. C'est juste que c'est une autre, enfin, la société a un autre nom, mais c'est le groupe Samsung. Au point même que toutes les sociétés Samsung, ils ont un énorme campus euh, en Corée, et c'est une ville littéralement. Leur campus, c'est une ville. Et chaque quartier, c'est une entreprise Samsung. Donc il y a Samsung électronique, il y a Samsung, je sais pas moi, microprocesseur. Bon, ils vont peut-être, voilà. Vous avez Samsung tank, parce qu'ils fabriquent des tanks. Donc, ouais. Pourquoi ils fabriquent pas une voiture? Parce qu'ils ont tout pour faire une voiture. I- Samsung fait des batteries, si je me souviens bien. Euh, Ils font des écrans, ils font certainement des moteurs électriques à un endroit ou à un autre. Ils pourraient faire une voiture. Je- Peut-être une voiture Samsung, la Galaxy, je sais pas quoi. La Galaxy A4, voilà. Parce qu'il y a 4 pneus, enfin 4 roues, soit logique. Bref. Ensuite, on tombe dans des news moins CES, mais qui sont techniquement en rapport. Il y avait un truc intéressant, ça j'ai bien aimé. C'est Cooler Master, ils ont changé la forme de leur tube de pâte thermique. Donc normalement, les tubes de pâte thermique, j'essaie de voir. Non, je n'en ai pas. Si, j'en ai un. Voilà un tube de pâte thermique. Ça ressemble à quoi? Ben, c'est basiquement une seringue. Et du coup, bah, ils ont un peu... Je sais pas si c'est entièrement vrai, parce qu'il me semble que c'était plus en mode blague, marketing. Mais ils ont indiqué qu'ils ont changé la forme parce qu'il y a beaucoup de parents qui arrêtaient pas d'appeler en mode «Et est-ce que mon enfant prend de la drogue?» Parce qu'ils voyaient une seringue, quoi. À mon avis, ça doit être un petit peu marketing, humour. Bien qu'aux États-Unis, ça doit être limite vrai parce que les États-Unis ont beaucoup plus de problèmes à ce niveau-là. Et ils ont aussi des problèmes d'un peu d'intelligence, certaines personnes aux États-Unis. Bon, il y a partout dans le monde, hein, évidemment, mais comme on associe les deux problèmes qu'il y a aux États-Unis, à mon avis, ils ont dû avoir quand même quelques personnes qui les appelaient en mode hey, what the fuck, quoi. Mais à mon avis, c'est plus pour l'humour marketing. Mais en gros, par contre, il y a un intérêt. Donc, vous voyez que c'est maintenant une sorte d'un petit peu de stick, on peut dire. C'est allongé. Donc, ça vous donne, quand vous appuyez et que vous sortez la pâte thermique, ça vous donne un truc allongé comme ça. Et honnêtement, je pense que c'est beaucoup mieux en fait. C'est beaucoup plus certainement facile à appliquer parce que vous faites juste un trait en plein milieu du processeur et puis c'est bon. Et ça donne aussi une forme plus logique déjà. Ça donne une forme rectangulaire. Les processeurs sont rectangulaires, donc c'est logique, vous voyez. Et aussi, une question que je vois souvent, c'est que les gens sont en mode, ils savent pas quoi mettre comme pâte thermique, ils savent pas la quantité qu'ils doivent mettre. Pour information, si vous ne savez pas trop quoi mettre, vous avez plein de vidéos. euh, Mettez juste un petit peu plus. Si vous savez vraiment pas, mettez un petit peu plus. Mettez pas 3 tonnes, hein, mettez un petit peu plus. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr. Parce que s'il y en a trop, ça va juste déborder sur les côtés. Mais ça, au moins, ça évite ça en partie ce genre de problème parce que c'est juste, oh, ben, ça sort comme ça, hop, je fais un train en plein milieu, et puis c'est bon, quoi. Donc là, par exemple, bon, là, ils l'ont fait horizontalement, mais moi, je l'aurais fait verticalement, certainement, ou peut-être horizontalement en plein milieu, et puis c'est bon. Et l'excédent, de toute façon, va s'écraser et se répartir sur le reste du processeur. Donc, c'est. Honnêtement, j'aime assez bien. J'aime assez bien parce que c'est genre plus simple.
euh, plus logique. Et puis, ça fait une petite blague niveau marketing, je suppose. Ensuite, on a une news sur le Galaxy S20 qui commence à évidemment se montrer en rumeur et tout ça. J'adore cette image. J'adore vraiment cette image. Donc, vous avez le Galaxy S20. On avait déjà vu qu'il avait genre 5 caméras. Vous avez le flash au-dessus. Ce n'est pas une caméra, évidemment. À mon avis, ça doit être téléphoto, grand angle, normal, qui est pseudo grand angle aussi, hein, mais il y a ultra grand angle aussi. Et à mon avis, peut-être un macro, parce qu'ils ont déjà fait quelques capteurs macro. Il doit peut-être avoir un capteur macro. Et puis, à mon avis, ça doit être le dernier capteur, le tout petit là, c'est peut-être un capteur de profondeur, peut-être. Donc, juste pour calculer plus la profondeur, pour améliorer l'autofocus ou un truc dans le genre. Et puis le flash, évidemment. Euh, mais j'adore juste le fait qu'il y ait une étiquette et avec écrit confidentiel, non autorisé et interdit, donc entre parenthèses. Pas de photos autorisées, pas à vendre et ne pas révéler des informations. J'adore juste parce que tu vois le reflet du mec qui prend la photo en mode m'en bats les steaks. C'est juste, c'est juste magique comme photo, j'adore. Donc voilà à quoi il pourrait ressembler. Il aurait juste un petit trou au-dessus pour la caméra et basiquement, oui d'ailleurs, oui au niveau du nom, il passe à S10. C'est un peu comme l'a fait Nvidia au final. Nvidia, ils avaient les GTX 480, 580, 680, 780, 980, oui, parce qu'ils ont sauté les 800. Enfin, bref, il y avait des mobiles, mais ça ne compte pas. Et puis après, ils sont passés à 1080, et puis 2080, 3080 certainement après. Je pense que c'est plus pour marquer d'un point de vue marketing. Ça fait un peu renouveau. Après, honnêtement, je pense qu'ils auraient dû garder Galaxy S11. Ou peut-être qu'ils veulent se séparer plus de l'iPhone pour que ça ressemble moins. Je sais pas. C'est possible, hein. Après, je sais pas. C'est pas vraiment un problème, c'est juste un nom, mais c'est juste, ouais, le truc où tu te dis, peut-être manque un petit peu de logique. Bref. Dans tous les cas, oui, ce téléphone arrive bientôt. Et il devrait, et c'était le gros truc de la news, il devrait avoir 7 Go de RAM. Donc oui, et c'est là que je répète ce truc-là que j'avais déjà dit plein de fois, mais pour moi, ça devient vraiment ridicule, hein. Mais, donc vous allez pouvoir acheter un téléphone qui coûtera certainement genre 900 euros, qui a 16 Go de RAM, ou peut-être même qui coûtera 1000, 1200 euros, peu importe. Donc il aura 16 Go de RAM, et par contre, si vous achetez un ordinateur portable gaming, des fois à 1600 euros, vous aurez 8 Go de RAM. Et là, t'es en mode, what? Alors, ok, c'est pas la même RAM. La RAM dans le PC est beaucoup plus rapide, coûte plus cher. Mais what the fuck? D'où le téléphone a plus de RAM? C'est pas normal. C'est juste pas normal. Un autre truc aussi, dites-vous, même si c'est pas la même RAM, c'est le même genre de puce mémoire par contre. Et c'est même des puces de plus grosse densité, donc c'est des puces qui coûtent plus cher même, en réalité. Dites-vous qu'avec ça, et c'est la même chose quand à chaque fois qu'un iPhone sort, et à chaque fois qu'Apple augmente la RAM de leur iPhone, les prix de la RAM augmentent parce qu'il y a moins de RAM disponible. Et ça risque de faire le même truc. Et si tous les téléphones lors de l'année 2020 s'amusent à mettre plus de RAM, ça pourrait augmenter le prix de la RAM. En plus du fait que Samsung a eu des problèmes de production, je vous rappelle, dans une de leurs usines, ça pourrait coûter cher. Ça pourrait vraiment coûter cher. Et puis, à mon avis, il aura voilà, 128, 256, 50, 112 Go de stockage, extensible via microSD 1 Tera. Ah bah justement, ils mettent un petit peu les caméras ici. 108. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont ils ont le nouveau capteur 108 mégapixels, qui d'ailleurs, le seul processeur, si je me souviens bien, qui arrive à vraiment le supporter, enfin les seuls processeurs qui arrivent à vraiment les supporter, c'est les Snapdragon. Donc c'est peut-être une raison pour laquelle ils ont arrêté de faire leur propre microprocesseur, justement. Parce que normalement, ce Galaxy S20 devrait juste avoir des processeurs Snapdragon. Et il a aussi un 48 mégapixels en 10 fois, donc zoom 10 fois, un 12 mégapixels en ultra-wide. Il n'a pas dit les autres. Il n'y en a que 3 pour le moment, donc je suppose que les deux autres, ça doit être ouais, macro et puis capteur de profondeur. 5000 mAh, mais ça c'est la version 5G par contre. C'est la version ultra 5G, c'est la plus grosse version. Donc 5000 mAh sera certainement pas sur la version normale ou autre chose. Une chose est sûre, ce sera un téléphone qui coûtera cher. Et je ne crois pas, honnêtement, je ne pense pas que la plupart des gens devraient l'acheter. C'est plutôt genre
un OnePlus 7 ou autre chose, ou vous avez les Xiaomi, je sais, Xiaomi? Les gens me disent que c'est Xiaomi apparemment. Mais moi, ça me fait juste penser à Xiaoli en fait. Et ce qui est fort regrettable parce que les téléphones de Xiaomi ils sont très bons. Mais à chaque fois qu'elle dit Xiaomi, voilà. Ou Xiaoli peut-être. Xiaoli. Je vais les appeler Xiaoli peut-être. Je sais pas. Dans tous les cas, Xiaomi, excellent téléphone aussi, et pour beaucoup moins cher. Et honnêtement, c'est comme les paramètres graphiques dans les jeux vidéo. Vous pouvez mettre votre jeu en ultra, mais vous pouvez aussi le mettre en high ou en genre haut, et vous aurez pratiquement le même niveau graphique, mais par contre, vous aurez plus de FPS. Et selon moi, c'est la même chose. C'est vous pouvez acheter un téléphone à 1000 euros, mais vous pouvez aussi prendre un téléphone à 500 euros qui sera franchement pas trop loin pour la plupart des gens et qui coûtera genre 2 fois moins cher. Donc ouais. Après, c'est juste mon avis. Ensuite, une autre news qui va, bon, c'est semi-CS, la RTX 2060 apparemment pourrait baisser de prix. Alors, c'est pas, je prends avec des pincettes moi ici parce que techniquement c'est une véritable information parce que déjà il y a une carte, la carte chez Nvidia, la Founder Edition a diminué à 299 dollars, sauf que c'est seulement aux États-Unis pour le moment et c'est ça que je dis peut-être plus pour l'Europe. Il y a aussi une nouvelle carte AVGA qui doit sortir, c'est la KO, donc c'est une RTX 2060 KO, c'est dans le nom. C'est comme une 2060, pas une super, hein, une 2060, mais genre moins cher. Voilà, d'où le KO, parce qu'elle met KO la concurrence, je suppose, qui elle peut aller jusqu'à 279 dollars, mais seulement pendant un temps limite qu'ils indiquaient. Mais il y a de fortes chances, à mon avis, qu'elle reste à 300 dollars. Quand on voit ce que fait Nvidia ici, c'est à peu près sûr que EVGA va la remettre à 300 dollars après. Et du coup, oui, on pourra avoir une baisse de prix des 2060. Et ça, ce sera en réponse, évidemment, vous en doutez, à l'arrivée de la RX 5600 XT qui arrive genre le 21. On est le combien? Je sais plus qu'on est le combien ce jour-ci. Je tourne à l'avance, donc voilà. Mais ouais, ce serait certainement pour ça qu'elle aurait une baisse de prix. Il y a aussi des rumeurs ou des indications comme quoi elle baisserait de prix momentanément pour la sortie de la RX 5600, puis qu'après elle remonterait de prix. Selon moi, c'est pas forcément hyper logique de faire ça parce que, ouais, ok, dans les reviews, les gens vont être en mode, ouais, mais la 2060 est moins chère. Mais après, si la 2060 reprend en prix, les gens vont prendre quand même une RX 5600 si elle est moins chère. Donc, je sais pas. Une chose est sûre, si vous voulez faire un PC gaming, si vous avez déjà pris une RTX 2060 vers 300 euros, il y en avait beaucoup en promotion, je peux vous garantir que vous n'en aurez certainement pas moins cher que ça. À mon avis, si elles baissent de prix réellement, c'est juste qu'elles vont baisser de prix sur un peu tous les sites et justement arriver à cette barre des 300, 320 euros. Donc, si vous l'avez déjà eu vers ce prix-là, ne vous inquiétez pas, c'est pas comme si elle aurait baissé encore plus. Et pour les autres qui auraient pris d'autres cartes, c'est pas très. Je veux dire, si vous avez pris une 1660 Super à 250 euros, pour vous, ça ne va pas vraiment changer beaucoup de choses parce que de toute manière, elle n'est pas descendue à 250 euros. Donc, ouais. Mais une chose est sûre, si vous êtes en mode hey, j'ai envie de faire un nouveau PC, ça peut valoir la peine d'au moins attendre le 21 janvier, ça c'est sûr et certain, de voir ce que ça donne. Après, attention au prix de la RAM qui pourrait augmenter au du fil du temps. Donc, attendre des fois c'est dangereux. C'est pour ça que je dis, si vous devez attendre, vous attendez 2 semaines max. Si ça commence à dépasser selon moi les 2 semaines ou le 1 mois, c'est acheter. Acheter, juste, ça sert à rien d'attendre parce que aussi bien ça va être pire. Ou alors si vous attendez, vous êtes en mode ah j'attends, il y a des nouvelles cartes qui vont sortir. Vous attendez 4 mois, allez. Ouais, mais aussi bien quand elles vont sortir, il y a d'autres cartes qui vont encore sortir un peu plus loin. Vous pourriez attendre. Quand vous attendez, vous faites qu'attendre. Ensuite, une news au niveau Microsoft. Première news au niveau Microsoft. Microsoft Edge et enfin en bêta sur Chromium. Donc je vous rappelle que Microsoft Edge va passer sur un moteur de rendu, donc Chromium, c'est-à-dire que basiquement Microsoft Edge va devenir Chrome. Ça va être une interface très similaire. Les extensions Chrome seront compatibles dessus, sans trop de travail. Et ça aura les mêmes avantages et les mêmes désavantages de Chrome. Toutefois, évidemment, Microsoft développe par-dessus. Donc peut-être que s'il y a des problèmes dans Chrome, ils vont les corriger par eux-mêmes. Et peut-être que s'ils veulent des trucs uniques, ils vont les faire par eux-mêmes aussi. Une chose est sûre, pour moi c'est dommage, parce que ça veut dire qu'on perd littéralement
l'un des derniers navigateurs qui n'est pas Chrome. Le seul dernier qui n'est pas Chrome à l'heure actuelle, les deux seuls qui sont pas Chrome à l'heure actuelle, je vous rappelle, c'est Firefox et Safari. Safari, voilà, hein, j'ai envie de dire, il faut plutôt avoir un Mac pour que ça marche bien. Et Firefox, ben, il est bon. Moi, j'utilise Firefox actuellement. Je suis sur Firefox. J'aime bien Firefox. Mais ouais, c'est le dernier. Après, il n'y en a plus. Il y a une news comme quoi Firefox aurait. Donc, l'entreprise derrière Firefox aurait dû laisser partir 70 employés, ce qui est beaucoup pour eux, hein, parce qu'ils n'ont pas non plus des tonnes d'employés, parce que ben, ils ont du mal à faire de l'argent, justement. Firefox est gratuit. Le gros de leur argent, ça vient des deals avec les moteurs de recherche, donc notamment Firefox par défaut à Google, justement. Mais c'est parce que Google les paye. Euh, En gros, Google est en mode, hey, mettez-nous comme navigateur par défaut et on vous paye pour être utilisé. Ce qui est assez ironique quand même quand on y pense, parce qu'il y a Chrome à côté. Enfin, bref. Dans tous les cas, ouais, c'est. Moi, je trouve ça un peu triste en fait. Je vois aucun avant. Enfin, il y a aucun truc où il faut se réjouir pour ça, selon moi, parce que si vous aimez Chrome, vous pouvez utiliser déjà Chrome. Peut-être le seul cas que je vois, c'est peut-être si on regarde à longue distance, de se dire, hey, si Microsoft les fait correctement, genre s'ils le font vraiment correctement en mode, hey, on fixe les problèmes de Chrome dans notre propre version de Chrome, mais on garde les avantages de Chrome, là, je peux voir un avantage. Mais on ne sait pas si ce sera le cas en fait. On ne sait pas si Microsoft va vraiment prendre le temps de ben oui, faire en sorte que Chrome soit plus léger au niveau de l'utilisation de la RAM, hein. C'est un mime, mais c'est très sérieux. Aussi au niveau du processeur, Edge était très léger au niveau processeur. Moi, j'ai déjà pu le tester sur des petits appareils, des tablettes Windows qui ne sont pas très puissantes, qui avaient des processeurs Atom. Et je peux vous garantir que Edge était à chaque fois le navigateur qui se débrouillait le mieux sur ces tablettes. Pourquoi? Parce qu'il n'utilisait pas trop de CPU, il n'utilisait pas trop de RAM, il fonctionnait plutôt bien. C'était pas le plus rapide, même si techniquement Edge était plus rapide que Chrome ces derniers temps, mais il était bien quoi. Mais là maintenant, ben, évidemment, il va devenir certainement aussi lourd au niveau CPU et RAM que Chrome, parce que c'est Chrome derrière. Faudra voir. J'espère que, évidemment, ils feront des efforts. Et enfin, la dernière news, triste, un chapitre de l'histoire se ferme. Windows 7 est arrivé à la fin de son support officiel par Microsoft, donc à partir du 14 janvier, ça fait quelques jours maintenant. Donc ouais, ça veut dire qu'à partir de maintenant, si vous avez Windows 7, vous ne devriez plus avoir des mises à jour, on va dire, critiques. S'il y a un problème ou autre chose, vous restez sur cette mise à jour, il n'y en aura plus. Toutefois, il faut l'indiquer, les business, tout ce qui est business et tout ça, continueront de recevoir eux encore des mises à jour pendant un certain temps, parce que c'est d'autres contrats, c'est un petit peu différent. Mais ouais, c'est le moment visiblement, c'est le moment de quitter Windows 7. Si vous voulez évidemment des mises à jour de sécurité. Bon, ça presse pas non plus, hein, je veux dire, c'est pas comme s'il y allait avoir une faille d'un coup et qu'il faut mettre à jour absolument. Mais ouais, vous devrez probablement. Bon, je dis ça encore, mais pour information, Windows XP avait atteint aussi sa fin de vie au niveau support, mise à jour et tout ça. Voilà un petit moment. Mais il continue de le mettre à jour pour les entreprises, évidemment. Quand il y avait eu un gros problème, une grosse faille de sécurité, il l'avait mis à jour juste après. Parce que c'était une tellement grosse faille qu'ils ne pouvaient pas juste la laisser traîner parce qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient encore Windows XP. Donc, s'il y a encore une grosse faille, il y a de fortes chances qu'ils aillent la fixer quand même. Mais pour tout ce qui est petites failles, petits problèmes, autre chose, ouais, il n'y aura plus de fixe, c'est la fin. Donc, vous devrez probablement passer sur Windows 10 et laisser Windows 7 derrière. Donc, voilà. J'aime bien, il y a beaucoup de gens qui disent en mode, ouais, c'était le meilleur système d'exploitation. Et j'étais en mode, quand Windows 7 est sorti, la plupart des gens étaient en mode Windows XP est le meilleur. Maintenant, c'est Windows 7. Et je parie que quand Windows 10 va arriver en fin de vie, techniquement, il ne devrait pas, vu qu'il doit continuer d'être mis à jour. Mais imaginons qu'il arrive en fin de vie, les gens vont être en mode ah, c'était le meilleur système d'exploitation. C'est assez marrant de voir le changement comme ça, le retournage. Non, c'est pas un retournage de veste, mais comment les gens changent de préférence comme ça. Mais bon. Dans tous les cas, c'est tout pour ce Tech Ça Show aussi. Donc, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. Semaine prochaine, on reprend l'actualité normale. Là, c'était Force CS. Et c'est à peu près tout. Merci à tous et ciao, ciao.